Au TEP la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère l'ingénieur Kamit. Vous m'avez énormément manqué. Ça fait longtemps on n'a pas fait de vidéo et j'avais vraiment envie de le faire celle-ci parce que j'avais envie de vous partager les 10 dernières expériences, enfin les 10 dernières leçons que j'ai apprises sur les 10 dernières années sur le panafricanisme. Faut savoir que c'est depuis 2015 à peu près que je suis rentré dans le mouvement. C'était, je crois, c'était dû à des actualités politiques au Cameroun et c'était aussi dû à des injustices dont j'avais entendu parler du côté de l'Occident. Et du coup, ça m'avait interpellé. Et du coup, je me suis mis à beaucoup me documenter sur ces questions-là, sur les questions du kémitisme, du panafricanisme, du franc CFA, etc. Et je pense que au bout de ces 10 dernières années, j'ai envie de faire le point. Et je pense qu'il y a des choses, alors personnelles, mais aussi quand même des pensées qui sont construites et challengées, dont j'ai envie de partager une sorte de mise au point. 10 questions, alors c'est pas forcément la science infuse, hein. Je peux être totalement ok avec le fait qu'on soit pas d'accord sur tout, mais voilà, c'est 10 leçons, c'est 10 tabous aussi, voilà, que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, donc à tout de suite pour la vidéo. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais pas. Alors concernant les 10 leçons que j'ai apprises durant les 10 dernières années sur le panafricanisme, je vais vous les partager en partant on va dire, des plus fondamentaux jusqu'au plus clivant, on va dire. D'ailleurs que je vais partager des points de vue qui vont peut-être être acceptés par une grande majorité. Mais après, vers la fin je vais y aller crescendo, hein, donc vraiment, ça va être très intéressant. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la toute dernière leçon que j'ai apprise par le panafricanisme. Et croyez-moi, voilà, on va pas être d'accord sur tout. Vous pouvez me dire en commentaire la leçon qui vous a le plus parlé et on pourra échanger là-dessus. Donc voilà. Donc en fait, ouais, je pense que le panafricanisme, c'est prioritairement, c'est d'abord, il est diasporique. Il vient de la diaspora afro-descendante. Et oui, et bien après, vient les Africains qui vivent en Afrique, sur le continent. Et après, oui, le panafricanisme, quand il évolue, on peut aussi se dire que bon, c'est les deux. C'est les Africains qui vivent en Afrique, les Africains de la diaspora, mais la diaspora qui est la première concernée, ouais, c'est les deux qui se mettent ensemble et qui disent que, bah, écoutez, on va faire des convergences de lutte, parce qu'effectivement, les injustices dont vous faites face impactent aussi sur notre mode de vie, la manière dont les États sont construits, et inversement, la manière dont nos États sont manipulés aujourd'hui impacte aussi votre vie dans les autres pays, en Amérique, en France, en Occident, etc. Donc ouais, donc ça c'était mon premier constat, hein, voilà. Alors, deuxième leçon, le capitalisme. Alors, le capitalisme pour moi en fait c'est de ce que j'ai compris, hein, vraiment de ce que j'ai compris, c'est vraiment c'est la racine, c'est vraiment la racine du mal des afro-descendants des Noirs, parce que c'est le capitalisme, de ce que j'ai compris, vraiment je vous la fais très simple, c'est vraiment une caste de personnes qui s'est accaparé des moyens de production, donc la terre, le sous-sol, etc., et qui a asservi d'autres personnes pour travailler pour elles, pour avoir aussi des moyens de subsistance. Et il faut savoir qu'en Afrique, avant, alors pas peut-être pour toutes les contrées, mais en Afrique, généralement, c'était une économie de subsistance qui était appliquée. C'est-à-dire que c'est chacun qui se levait le matin, décidait de labourer son petit terrain, son petit champ dans sa cour,
et ils pouvaient avoir de quoi manger pour un jour, 2 jours, voire la semaine. Alors souvent, ça arrivait de faire des grandes récoltes et de les stocker pour manger, pour consommer plus tard. Donc c'était vraiment une économie de subsistance où à la limite peut-être on pouvait échanger avec son voisin ou avec son vis-à-vis, etc. Mais ce n'était pas, ça n'avait pas pris cette dimension esclavagiste où des gens s'accaparaient des moyens de production par la force. Et à côté de cela, parce que si on prend tous les moyens de production, du coup, comment les autres font pour vivre? Ils sont obligés de travailler pour ceux qui ont les moyens de production pour avoir à côté un petit salaire, hein, voilà, pour pouvoir survivre. Et donc, il faut savoir que cette philosophie socio-économique, lorsqu'elle était pensée en Occident, elle s'est importée justement en Afrique par la force parce que les hommes sont des moyens de production. Donc, ils ont esclavagisé des hommes pour pouvoir produire. Et donc, en fait, c'est ça, c'est la pensée économique capitaliste qui fait en sorte qu'on se dise, putain, faut que je gagne plus, etc. Il faut que j'aille dans les terres de ces personnes. Il faut que j'aille prendre leurs terres, faut que je les mette en esclavage pour qu'ils travaillent pour moi. Mais la question derrière, c'est comment est-ce que tu justifies ça? Parce que oui, si je veux que vous travaillez pour moi sans vous payer, etc., comment je justifie? Il faut que je vous déshumanise. Il faut que je crée une théorie comme quoi vous êtes des sous-hommes, etc., et que vous ne méritez que ça, de vous faire esclavagiser. Et voilà, je crée une théorie de voilà, vous ne réfléchissez pas, vous avez besoin d'être civilisé. Et donc je viens avec tout ça, je viens avec mes prêtres, je viens avec ma religion, je viens avec tout ce bagage aliénant, et je vous asservis par la force. Et donc voilà, donc grosso modo, c'est vraiment ça, c'est vraiment le capitalisme, cette recherche d'accaparement des moyens de production qui crée, on va dire, plusieurs mécanismes par la suite qui finissent par nous asservir, qui à côté crée de l'aliénation pour les Africains, etc. Et en fait, c'est ça qui a créé toutes ces inégalités du monde afro spécifiquement, hein, parce que après l'esclavage, il n'a pas été que entre Européens et Africains, il a aussi existé entre Européens, mais après il s'est exporté. Mais après, c'est comme je vous ai dit, il fallait créer une théorie autour de la race pour pouvoir justifier l'esclavage dont nous avons fait face. Donc donc voilà, donc c'était vraiment ça la deuxième leçon que j'ai apprise, hein, que le capitalisme, c'est la racine de tout. Allez, leçon 3, c'est l'esclavage entre noirs. Voilà, c'est un sujet très sensible, mais de ce que j'ai appris, vraiment, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Si vous connaissez l'historien Hamzat Boukari, qui a écrit un livre sur Walter Rodney, dans les investigations de ce monsieur, il est clairement dit que les Italiens sont arrivés, plusieurs colons sont arrivés en Afrique. Ils ont constaté qu'en fait, non, ils ont fait leurs recherches anthropologiques, etc., comme je vous le disais précédemment. Parce que oui, effectivement, pour esclavager les gens, il faut quand même les étudier, un minimum. Hein, voilà. Bon, après, ce qui intervient, c'est que c'est quelque chose quand même qui se fait sur plusieurs siècles. Les sociétés africaines sont sapées sur plusieurs siècles. Et effectivement, à partir du 18e, 19e siècle, c'est-à-dire bien après le début, on se retrouve avec des sociétés esclavagistes dont l'activité économique, c'est de produire de l'esclavage. Ah oui, ça, c'est indiscutable. Mais dès le départ, on a toutes les sources des dirigeants africains qui disent « chez nous, il n'y a pas d'esclavage », etc. Ils envoient ça aux Portugais. Et c'est établi, c'est à partir d'un moment où il faut justifier a posteriori l'esclavage qu'on dit non, mais ça existait déjà avant, alors que les sources initiales disaient que il n'y avait pas d'esclaves dans ces sociétés-là. Donc c'est quelque chose qui est construit a posteriori, et c'est ce que Rodney en fait explique avec des sources bien précises, des archives portugaises, des archives italiennes, des sociétés qu'il a étudiées. Jamais eu d'esclavage, vous ne trouverez aucune documentation qui dit que un noir
peu importe son ethnie, enfin il n'y avait pas de pays avant, mais voilà, peu importe son ethnie, à esclavager un autre noir sous quelque forme que ce soit. Donc voilà, donc c'est important de vraiment le dire une bonne fois pour toutes, l'esclavage, dans le sens de la déshumanisation, de la vente, avec une conception de ressources financières, économiques et matérielles, n'a jamais existé en Afrique. Voilà. Après avoir dit ça, je ne dis pas ici que l'Afrique était une terre paradisiaque, où on était tous parfaits, où on se faisait des bisous les uns les autres. Ah ben non. On était des êtres humains, les Africains sont des êtres humains avec des défauts comme tout le monde. Donc les guerres, ça se faisait. Et qu'est-ce qu'il y a après une guerre généralement? Après une guerre, il y a une armée qui gagne. Et l'armée qui gagne, l'armée du vainqueur, peut avoir des captifs. Alors c'était quoi la destinée de ces derniers? Alors les captifs, généralement, ils intégraient le clan de la société qui avait gagné la lutte, qui avait gagné la bataille. Et donc quand tu intègres, enfin en fait c'était ça, donc le concept du captif, c'est que le captif, il intègre le clan du vainqueur, mais il bénéficie de tous ses droits. C'est-à-dire qu'il peut travailler, il peut se marier, il peut... c'est quelqu'un de libre. Sauf que désormais, il appartient à un nouveau clan. Donc la nuance, elle est importante. La nuance, elle est importante. C'est vraiment ça le captif. Le captif, il va perdre tous les privilèges qu'il avait avant quand il appartenait à un autre camp. Et il va être assujetti à vivre dans le nouveau camp, tout en respectant la hiérarchie, bien sûr, du camp dans lequel... dans le camp qu'il intègre. Oui, mais après, il y avait des dérives. Hein. Il y avait des hommes qui étaient peut-être plus hardcore dans la façon d'avoir des captifs. Mais il faut savoir qu'en Afrique, la conception de prison n'existait pas. C'est-à-dire que quand tu étais quelqu'un de problématique pour la société, en fait, c'est qu'on t'excluait de la communauté. Parce que c'était pire. Parce que la prison, c'est on te met dans une case, mais après on te nourrit, etc. Non. Si tu étais vraiment néfaste pour une société, on t'excluait, on ne te tuait pas. Alors, c'était peut-être pas la forme la plus démocratique, mais la plupart du temps, dans ce que j'ai lu, je vous partagerai d'ailleurs les liens de tout ce que j'ai dit en description, c'était vraiment de l'exclusion. Donc, la conception esclavagiste, la conception l'être humain il est un objet, est une conception occidentale, c'est une conception voilà, qui vient de l'autre côté et donc n'a jamais existé en Afrique. Voilà, ça c'était le troisième point. Bao. Le quatrième point, les amis. Alors j'espère que vous suivez toujours bien et que vous passez un bon moment. Alors, le quatrième point, c'est la langue. Le panafricanisme, de la définition que j'en sais, c'était une sorte de fédération des afro-descendants autour de trois questions. La question politique, la question militaire et la question culturelle. Et donc, sur la question culturelle, il y a un truc qui venait très régulièrement et qui a vraiment attiré mon attention, c'était la question linguistique. C'est la question des langues. Et donc, la langue, aujourd'hui pour le panafricanisme, pour le panafricain, pour celui qui se le revendique, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. C'est-à-dire que la langue, c'est vraiment l'âme d'une communauté, c'est vraiment l'âme d'une culture. C'est vraiment c'est le bagage en fait. C'est parce qu'il y a ce qui nous définit, et il y a ce qui permet de comprendre ce qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est ce qu'on est, c'est notre identité. Mais après, la langue, c'est vraiment le truc qui permet de comprendre l'identité. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on dit que la langue, c'est le vecteur d'une culture. C'est-à-dire que entre moi, la culture, il y a la langue. Voilà. Parce que c'est le premier vecteur. Après une culture, c'est plein de choses. Hein. C'est les vêtements, c'est les coutumes, etc. Mais tout cela ne peut être que dans un jargon précis.
Voilà, vraiment une langue, à partir d'une langue, vous pouvez reconstituer une culture. Je vous prends un exemple. Si vous n'avez pas une idée d'une civilisation qui a existé quelque part, et qu'on vous remet une sorte de dictionnaire avec tous les mots qui ont été utilisés pour cette langue, croyez-moi, de par les mots qui sont utilisés, vous pouvez avoir une idée de leur technicité, vous pouvez avoir une idée de leur spiritualité, de leur façon de comprendre la vie, de leur façon de comprendre les tabous, etc. Avec une langue, vous avez 80% du mode de vie d'une culture et d'une population. Donc, le panafricanisme, sur ce point, justement, m'a fait comprendre qu'en fait, si nous ne mettons pas suffisamment la question de la langue en priorité dans nos combats, et qu'on met en avant d'autres questions qui sont tout aussi importantes, mais en fait, il ne faut vraiment pas qu'on oublie cette vision identitaire, cette vision culturelle, parce que, en fait, sans ça, on sera sur des combats périphériques, mais en même temps, on sera toujours un peu aliéné. Et ça sera certainement le point suivant, enfin l'un des points suivants, parce qu'on va parler du kémétisme, etc. Mais c'est vraiment pour dire que il faut vraiment qu'on réussisse, et c'est une question politique, il faut vraiment qu'on réussisse à faire réintégrer les langues dans notre système, dans notre quotidien. C'est-à-dire que voilà, que les politiciens décident que désormais, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, telle langue va être apprise et ensuite elle va être utilisée dans le secteur de l'emploi, parce qu'effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est que certains peuvent aimer leur langue, mais après, il n'y a pas de débouché. Parce que pour l'instant, on vit dans un monde capitaliste où, si je parle une langue, c'est qu'elle doit me servir. Dans ce monde-là, on est d'accord, dans ce monde capitaliste, si je parle l'anglais, c'est parce que derrière, ça m'ouvre des opportunités. Et pour beaucoup aujourd'hui, ils se posent la question de « Ah, je parle ma langue, mais après, il n'y a rien derrière. » Alors que si on te fait comprendre que, ok, d'accord, tu vas parler le bambara, tu vas parler le swahili, et derrière, tu vas pouvoir travailler parce que ça a été pensé pour cela, c'est des dynamiques qui peuvent impulser. Hein, c'est des dynamiques qui peuvent impulser, ce retour aux sources. Il faut savoir que cette question m'a tellement turlupiné que j'en ai fait mon cheval de bataille, c'est-à-dire que j'ai créé une plateforme, et je vous mettrai la vidéo peut-être juste après, qui permet d'apprendre sa langue maternelle. Donc la plateforme s'appelle Mechup, elle existe depuis plus de 5 ans aujourd'hui, et elle permet d'apprendre plus d'une trentaine de langues, du lingala au swahili, au kikongo, à l'évé, etc. Il y a des langues du Cameroun aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas, il faut vous inscrire, ça fait partie du combat panafricain, de vraiment s'asseoir de s'asseoir sur ses appuis, vraiment de pouvoir parler sa langue. Voilà, c'est très très important parce que ça te crée des connexions que tu peux pas imaginer. Je vous prends un dernier exemple avant de clôturer cette partie. Quand je vous dis que la langue c'est vraiment la vision du monde d'une culture, peut-être vous vous rendez pas compte. Il faut savoir que lorsque je veux peut-être parler de mon âge et que je dis en français que j'ai 22 ans. Ici, la conception de l'âge, c'est de la possession, c'est-à-dire que il y a moi, il y a mon âge et il y a le fait que je le possède. Je peux posséder un autre âge, hein. Je peux dire que j'ai maintenant 30 ans. Mais en anglais, c'est autre chose. En anglais, on dit I am 22. Si on doit traduire littéralement, c'est je suis 22 ans. C'est-à-dire que l'âge ici, ça me définit. C'est-à-dire que l'âge fait partie de moi, donc je suis mon âge en fait. Et je peux vous prendre plein d'exemples comme ça. Par exemple, chez moi, dans ma culture, lorsqu'on veut parler de la divinité, on veut parler de Dieu, on va parler du sol. On va dire Nsi. Si, en fait, ça peut se traduire comme le sol, et ça peut aussi se traduire comme Dieu. Donc, c'est des conceptions. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, quand on parle de la divinité, de l'ancestralité, de la partie spirituelle
de la cosmogonie dans l'ouest du Cameroun, en tout cas. C'est à ça qu'on fait référence. Alors que pour d'autres peuples, quand ils parlent de Dieu, c'est quelque chose qui est en haut, c'est quelque chose qui est dans les cieux, c'est quelque chose, voilà. Alors que pour nous, c'est différent. La conception, elle est tout autre. Donc voilà, j'ai plein d'exemples comme ça à vous partager, mais en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que il y a des langues qui nuancent sur certains points, il y a des langues qui ne nuancent pas sur d'autres. Par exemple, quand on fait la conjugaison, quand on veut parler du présent, par exemple, dans ma langue, il y a 4 formes de présent. Il y a le présent continu, il y a le présent... Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est des conceptions qu'il faut prendre en compte. Et donc voilà pour le point numéro 4. Va pour le point numéro 5. Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication elle est beaucoup plus fluide, la négociation elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça, vous avez le lien en description, on se retrouve sur Mechup tout de suite. La vidéo peut commencer. Alors, 5e point, le franc CFA. Alors, le franc CFA, c'est vraiment un point très intéressant parce que il y a 2 types de lecture. Il y a des gens qui font une lecture technique et il y a des gens qui font une lecture idéologique. Ceux qui font la lecture technique sont des pourfendeurs, enfin défendent ou l'inverse concernant le franc CFA en mentionnant des points qui expliquent pourquoi c'est une bonne monnaie, parce que taux de convertibilité, etc. D'autres qui disent que non, en fait, vu que c'est verrouillé par la France, etc., et qu'il y a un taux qui est fixe, machin, voilà. Du coup, lorsqu'on a besoin de faire des achats à l'extérieur, on ne peut pas jouer sur les coûts, comme peut-être le fait la Chine, qui a une monnaie qui est très faible, et du coup, derrière, etc., on peut gagner. Donc voilà, sur le plan technique, je pense qu'il y a 2 écoles qui se challengent. Mais à côté de cela, on peut aussi citer des pays qui ont quitté le franc CFA et derrière, ça ne s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que techniquement, le franc CFA ou alors peut-être la sortie du franc CFA n'a pas été peut-être très bien planifiée ou n'est peut-être pas si facile que ça sur le plan technique, je précise. Et il y a une autre grille de lecture qui est une grille idéologique, et c'est celle-là que je partage totalement, c'est-à-dire que peu importe les contraintes techniques, parce qu'il y a des débats entre très très grands économistes, moi je ne le suis absolument pas, moi je partage juste mes leçons une fois de plus comme je les ai apprises, mais en fait il y a des gens qui vont vous faire comprendre que, bon, écoutez, le franc CFA, ça va être compliqué de sortir parce que, qu'est-ce qu'on va faire, il faut parler des entrepreneurs, ça va créer une instabilité, etc. En fait, il y a plein de raisons techniques et qui, je pense même qu'elles sont peut-être vraies, je pense qu'elles ne sont pas toutes fausses, qui expliqueraient pourquoi ça va être compliqué de sortir du franc CFA. Mais pour moi, en vrai, là n'est pas la question. Pour moi, pour la partie idéologique et symbolique, il faut quitter cette monnaie. Un point, c'est tout.
Voilà, pour moi, le débat, il s'arrête là. Pour moi, dès lors que tu es un président de la République et que tu as une vision panafricaine et que tu intègres le franc CFA, une vision panafricaine, une vision indépendantiste, bref, vous appelez ça comme vous voulez, mais là, on parle du panafricanisme. Pour moi, en fait, tu dois te dire, écoute, je vais me débarrasser de cette monnaie, hein, et après, on verra. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Cette monnaie est une monnaie historiquement de servitude. Elle a peut-être essayé de changer de veste au fur et à mesure que les années sont avancées. Alors, cette monnaie, elle a changé de nom. Elle a su se transformer, elle a su porter plusieurs vestes, mais il en demeure pas moins que c'est une monnaie coloniale. C'est une monnaie qui est frappée en France, à Chamalières, plus précisément. Et il n'y a pas de raison que les Africains, avec toute l'intelligence qu'ils ont à leur disposition, n'arrivent pas à pouvoir se projeter. Parce que oui, on s'enorgueillit, on est très intelligent, voilà, on est capable de créer des fusées, etc. On a tout créé sur ce monde, on a créé les mathématiques, la science, etc. On a de très grands économistes, mais personne n'est capable de nous créer une feuille de route pour la sortie du franc CFA. C'est incroyable. Des gens nous font des débats techniques. Oh là là, ça va être compliqué. Les investisseurs, les trucs, les machins, l'instabilité financière. Ok. Mais je suis désolé. Hein. Il y a aussi des conditions qui sont favorables. L'Afrique a un très grand sous-sol. On peut se baser dessus pour, rassurer peut-être l'opinion économique. On a des gars très bons techniquement, que ce soit dans la théorie économique ou même sur le plan entrepreneurial, qui peuvent penser une feuille de route sur les 5-10 prochaines années qui nous font sortir du franc CFA. Pour moi, dès lors qu'il y a la possibilité, il faut le faire. Voilà, pour moi, tout le débat là, hein, pour moi, j'estime qu'il n'a pas lieu d'être. Voilà, moi, le débat, il est idéologique. Et pour moi, c'est la 5e leçon là que je vous partage. Hein, c'est que faut quitter du franc CFA. Go pour la 6e leçon. Pa! Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication elle est beaucoup plus fluide, la négociation elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça, vous avez le lien en description, on se retrouve sur Mechup tout de suite. La vidéo peut commencer.